je suis Danielle Bousquet. J'ai une vie, comment dire, qui a été très variée, très variée. J'ai été directrice commerciale d'une entreprise après mes études. Ensuite, je suis devenue professeure. Ensuite, je suis devenue chef d'établissement. Ensuite, j'ai été élue députée. Et j'ai ensuite été nommée présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je suis maintenant présidente de la Fédération nationale des centres d'information des droits des femmes et des familles. Voilà. L'année 1972, je l'ai démarrée à Paris, où je vivais à l'époque. Et puis, étant munie de 2 enfants, j'ai pensé que me rapprocher de la Bretagne, où la vie est quand même très sympa, était une bonne solution. J'ai demandé ma mutation et j'ai été nommée donc à Saint-Brieuc, dans la ville dans laquelle donc, je suis arrivée au mois de septembre. C'était terminé à cette époque-là la grève du juin français, donc à laquelle je n'ai pas participé puisque ça s'était terminé, qui est une grève qui était extrêmement intéressante parce que des ouvriers et ouvrières bretons et bretonnes protestaient sur le fait qu'ils étaient moins payés que que des personnes qui avaient à travailler Ventique en région parisienne, et elles ont gagné. Voilà. Donc, même si ça a parfois été un peu compliqué pour la suite d'attirer des entreprises à Saint-Brieuc, il n'empêche que c'était un combat syndical et humain, je vais dire, magnifique, et puis qui réhabilitait quand même l'image des Bretons, parce que c'est une époque à laquelle on était encore un peu considérés comme portant des bottes aux couettes, hein. On n'était pas à la Bretagne d'aujourd'hui. En 72, il y avait déjà un certain nombre de jeunes femmes qui se regroupaient et qui étaient au fond une réplique de ce qui se passait à Paris, hein, c'est-à-dire le MLAC, etc. Elles se réunissaient pour mettre en commun les problématiques des femmes et voir quel début de réponse elles pouvaient apporter. Et existait déjà le planning familial à Saint-Brieuc, qui était la seule organisation organisée, si vous voulez. Sinon, les autres groupes de femmes existaient, mais ils étaient fluctuants, tandis que le planning familial existait. Et je dirais que à cette époque-là, j'ai rencontré effectivement dans tous les lieux culturels, associatifs de Saint-Brieuc dans lesquels je me présentais de temps en temps, il y avait effectivement déjà un véritable militantisme qui vivait très bien à Saint-Brieuc. Alors, c'est très intéressant parce que c'était très variable. Dans les associations, alors on va dire, dans ce qui était politique, ça commençait à émerger, hein, parce qu'il y avait aussi des femmes dans ces partis politiques, donc je dirais par exemple PSPC. Les choses suivaient leur cours. Les partis d'extrême gauche, c'était vraiment pas du tout leur truc, hein, parce que tout passait par la lutte armée des hommes, et voilà, et c'est ça qui aurait conduit à ce que les femmes puissent avorter. Et quant à la droite, bien sûr que non, hein, c'était hors de question. Et dans les associations de femmes diverses, c'était plutôt bien accueilli. Aucune ne proposait de venir avec nous, mais elles nous regardaient avec sympathie. C'était pas au cœur des préoccupations, hein. C'était au cœur des préoccupations de personnes. Je dirais que c'était au cœur des préoccupations du planning familial. Ça me semble être le seul endroit dans lequel c'était, enfin, je ne vais pas dire banalisé, c'était pas banalisé, mais c'était devenu des choses complètement courantes dont on pouvait parler de manière ouverte. Alors qu'ailleurs, c'était toujours avec des guillemets ou des périphrases, hein. C'était exactement les questions qui se posaient dans les groupes de femmes auxquels je faisais allusion à l'instant. C'est-à-dire que c'était des jeunes femmes qui étaient ou directement ou par amis interposés, directement concernées par ces questions de contraception et d'avortement. Et je me souviens
qu'un des groupes a envoyé à l'époque à l'étranger, parce qu'en France ça n'était pas autorisé, a envoyé à l'étranger, en Hollande si je me souviens bien, une jeune fille en l'aidant à payer son déplacement et son avortement. Oui, c'était complètement au cœur de nos préoccupations, parce que c'était notre vie, hein, et que nous étions extrêmement brimés et sans aucune capacité à disposer de nos maternités présentes ou à venir. Mon père et ils étaient enseignants tous les deux, ils étaient de gauche tous les deux mais sans le savoir. Ils étaient anticléricaux à mort. C'était en Centre-Bretagne. Les gens sont pauvres en Centre-Bretagne. À l'époque, les exploitations agricoles faisaient 3 hectares. Et donc, il allait dans les familles essayer de convaincre les parents de laisser leurs enfants faire des études après la 3e. Hein, dans la mesure où les enfants, lorsqu'on les gardait, ils devenaient astiers, postiers, etc. Bref, ils sortaient de la misère dans laquelle ils auraient dû vivre. Donc, il faisait le tour des fermes. Moi, je me rappelle, j'allais avec lui, il y avait de la terre battue, enfin bon. Et il faisait, alors comment je vais dire ça? Il faisait du prosélytisme pour les préservatifs masculins. Ouais. En expliquant, alors je ne sais pas, je ne me rappelle plus bien dans le détail, hein, mais en expliquant que si on avait trop d'enfants, on ne pouvait pas bien s'en occuper. Et que si, alors il disait ça, tu sais, Prosper, nanana, je ne sais pas, il devait lui montrer. Je ne me rappelle plus, mais je me souviens très très bien de ça. Et donc, je crois que ça m'a... D'abord d'avoir un père qui faisait des tours des fermes pour aider filles et garçons à faire des études. Moi déjà, toute petite, ça m'a beaucoup marqué, je crois. Puis je vous dis, il ne faut pas avoir trop d'enfants parce que tu ne pourras pas les élever dignement. Il se trouve qu'une de mes proches a été... C'est une histoire horrible. Une de mes proches a été enceinte à 18 ans en étant en terminale. Sur une affaire qu'on avait absolument... Il se trouve que je connaissais cette jeune femme et que je connaissais son compagnon d'un moment. À aucun moment, leurs parents ne leur avaient parlé contraception, etc. Donc cette jeune femme était en terminale à 18 ans, son compagnon était en terminale à 18 ans. Elle a arrêté, bien sûr, à Noël le lycée parce que ça ne se faisait pas d'avoir un gros ventre de femme enceinte au lycée. Hein, donc tout était fait pour que ce soit absolument pas su. Et leur enfant est né le jour du bac de ce jeune homme. Ces gens-là ont eu leur vie fichue en l'air, quoi. Et ça, c'était vraiment lié à l'absence de contraception et au fait que, lorsque j'ai su que cette jeune femme était enceinte, je suis allée voir ses parents en leur disant « Mais vous savez, on peut aider à ce qu'elle aille éventuellement en Suisse avorter. » Et les parents m'ont dit « Il n'en est pas question. » Voilà. Et donc, je crois que c'est ça qui m'a bouleversée. Je me suis dit « Mais comment on peut laisser la vie de 2 jeunes comme ça être broyée par quelque chose qui était simplement, on va dire, une imprudence. » Voilà. Et à partir de là, j'étais encore à Paris hein, quand ce Jean-Claude est arrivé. Et à partir de là, je me suis dit, voilà, c'est vers ça qu'il faut que j'aille dans mon militantisme aujourd'hui. On doit faire avancer les choses. Alors le CIDF, c'était le CIDF ancienne bannière, donc il n'avait aucune existence ici. Personne ne savait que ça existait. Il n'avait aucune existence visible, si vous voulez, à Saint-Brieuc. Ça a existé à partir de 1981, quand Yvette Roudy a décidé de les installer partout sur le territoire français. Là, on a vu effectivement qu'il y avait des personnes en responsabilité des droits des femmes, etc. Mais avant, nul ne savait que cette instance existait. D'ailleurs, je pense qu'elle n'avait aucun moyen et qu'il n'y avait pas de salariés. Vous savez, je ne dirais pas du tout libération de la parole. Ça fait très longtemps que les femmes disent les choses. Mais c'est la société qui, tout d'un coup, entend. Parce qu'il y a eu, par exemple, en 2000, il y a eu une enquête qui portait sur... Alors, c'était une enquête par téléphone, hein, qui était faite par le ministère des Droits des Femmes, et qui demandait donc aux femmes, est-ce que vous avez été mania. Et le chiffre était très important. Ça n'avait rien fait. Ça n'a pas remué la société. Par contre, cette fois-ci, le MeToo, là, qui fait que dans tous les corps de métier, ça se met, les journalistes, enfin tout le monde. Et la société prend conscience que c'est quelque chose qui traverse l'ensemble de la société et que l'homme apparemment le plus gentil du monde est tout à fait capable d'être un violent.